Dans l'ombre des gratte-ciels scintillants de Lagos, nichée dans l'opulence arrogante du quartier de Lekki, se trouvait une villa dont les murs blancs immaculés cachaient une vérité bien plus terne. C'était la demeure de tante Fatou, et depuis 3 ans, c'était aussi la prison d'Amara. À la mort tragique de ses parents dans un accident de la route, des intellectuels aimants mais sans fortune, Amara, alors âgée de 16 ans, avait été généreusement recueillie par la seule famille qui lui restait. Mais la générosité de sa tante avait un prix, payable en labeur quotidien, en humiliation silencieuse et en rêves confisqués. Chaque jour était une copie conforme du précédent, un rituel immuable gravé dans le marbre froid de la villa. Amara se levait aux premières lueurs, bien avant que le chant de l'appel à la prière ne se mêle au vrombissement lointain de la circulation sur le pont de Lekki Ikoyi. La ville était encore une silhouette brumeuse, baignée dans la moiteur de la lagune. Son premier geste n'était pas de s'étirer, mais de tendre le bras vers le seau en plastique à côté de son matelas fin, posé à même le sol dans la buanderie. Ses mains, qui rêvaient de caresser les touches d'un clavier, d'écrire des lignes de code aussi élégantes qu'un poème, étaient plongées dans l'eau de Javel avant même que le soleil n'ait touché les vitres du salon. L'odeur âcre et chimique était la première et la dernière senteur de ces journées. Elle était une ombre silencieuse, une présence fonctionnelle dans un décor de luxe. Elle polissait des sols en marbre italien, sur lesquels elle n'avait pas le droit de marcher pieds nus, de peur de laisser la moindre trace. Elle frottait des argenteries qu'elle ne toucherait jamais lors d'un repas, préparant des festins qu'elle n'avait pas le droit de goûter. Ses cousines, Zara et Leila, étaient les princesses de cette maison, des créatures de filtres et de hashtags dont l'existence semblait entièrement médiatisée par l'écran de leur téléphone. Zara, l'aînée de 2 ans, possédait une cruauté calculée. Elle ne criait jamais. Sa méchanceté était distillée dans des remarques glaciales, des soupirs d'exaspération et des ordres déguisés en questions innocentes. « Amara, tu es sûre que c'est comme ça qu'on nettoie le cristal ? Maman dit que ta mère n'a jamais eu les moyens d'en avoir. Tu ne peux pas savoir. » Leila, plus jeune d'1 an, était le simple écho de sa sœur. Moins intelligente mais plus bruyante, sa cruauté était celle de l'ennui. Elle filmait Amara en train de frotter le sol pour une story Snapchat avec la légende « Ma Cendrillon personnel », suivie d'un emoji qui pleure de rire. Leur seule ambition était d'atteindre les 10 000 abonnés pour pouvoir monétiser leur vacuité. Elle regardait Amara avec un mélange de pitié et de mépris, surtout quand elle la surprenait, durant une pause volée, plongée dans les vieux manuels de programmation de son père. C'étaient de gros livres aux pages jaunies, aux couvertures cornées, remplis d'annotations fines et précises. Pour Amara, c'était un héritage plus précieux que tout l'or de Lagos. « À quoi te sert de lire tout ça, l'orpheline ?» lui avait un jour lancé Leila en passant, un smoothie à la papaye à la main. « Ton seul avenir, c'est de bien savoir faire le ménage pour ton futur mari, si tu en trouves un. » Zara, assise sur le canapé en cuir blanc, avait ajouté sans lever les yeux de son téléphone. « Laisse tomber. Les filles comme toi finissent vendeuses au marché, pas ingénieurs. Mon père dit que ton père était un rêveur qui n'a jamais rien eu. Il a passé sa vie le nez dans les livres et il est mort sans un naira. Tu es pareil. » Amara serrait les dents, la mâchoire contractée au point de lui faire mal. Elle ne répondait jamais. Le silence était son armure. Une réponse aurait été une invitation à plus de cruauté, une confirmation qu'elle l'avait atteinte. Au lieu de cela, elle se réfugiait dans son sanctuaire, le vieil ordinateur portable de son père. C'était une antiquité, un Dell Latitude qui mettait 10 minutes interminables à démarrer, avec une touche E et S manquante qu'elle devait presser avec un stylo et une batterie qui ne tenait plus que 20 minutes. Il devait rester branché en permanence, un cordon de vie fragile. Mais c'était son portail. La nuit, dans le silence étouffant de la buanderie, sous la lueur blafarde et vacillante de l'écran, elle devenait une autre personne. Elle n'était plus la servante, mais l'architecte. Elle apprenait les langages du futur, le Python, le Java, le C++. Le code était pour elle une poésie,
une logique pure et réconfortante qui contrastait avec le chaos injuste de sa vie. Chaque fonction qui marchait, chaque bug qu'elle parvenait à corriger après des heures de frustration, était une petite victoire, un acte de rébellion silencieux. Elle construisait des mondes invisibles, des programmes simples pour calculer des trajectoires, des petits jeux textuels, juste pour se prouver qu'elle pouvait créer de l'ordre à partir de rien. C'était là, dans le coin lueur du moniteur, que les règles étaient justes et que le résultat dépendait uniquement de son intelligence et de sa persévérance. Le jour de ses 19 ans, un rayon de soleil perça les nuailles de son existence. Il arriva sous la forme d'une enveloppe épaisse, portant le prestigieux sceau bleu et or de l'Université panafricaine de technologie. C'était le facteur habituel, un vieil homme jovial qui, connaissant la routine de la maison, lui en remit directement alors qu'elle nettoyait le portail en fer forgé. Le nom sur l'enveloppe était le sien, Mademoiselle Amara Adebayo. Nirkan l'appelait Mademoiselle depuis 3 ans. Son cœur se mit à battre si fort qu'il crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Elle glissa l'enveloppe sous son apprier et attendit, le souffle court, d'être seule. L'attard, enfermé dans la buanderie, ses mains tremblantes déchirèrent le papier. Une bourse, pas complète mais une bourse d'excellence qui couvrait 70% des frais de scolarité pour le cursus d'ingénierie logicielle. 70%. Ce n'était pas 100, mais c'était un chiffre tangible. C'était plus qu'un espoir. C'était une possibilité. Les mots dansaient devant ses yeux. En reconnaissance de vos résultats académiques exceptionnels et du potentiel démontré dans votre essai. Elle s'assit sur son matelas, la lettre pressée contre son cœur, et elle pleura. Mais pour la première fois depuis des années, c'étaient des larmes de joie, une joie si intense et si pure qu'elle en était douloureuse. Elle cacha la lettre sous son matelas, dans une vieille boîte à chaussures où elle gardait la seule photo de ses parents qu'elle avait pu sauver. Pendant 1 semaine, elle vécut avec ce secret. Il était sa force. Quand Zara se plaignait, elle imaginait les amphithéâtres de l'université. Quand Leila la filmait, elle pensait au laboratoire d'informatique. Ce secret lui donnait une lueur dans les yeux, un léger redressement des épaules. Mais la jalousie a 1000 yeux, et tante Fatou était une observatrice redoutable de son petit royaume domestique. Elle était suspicieuse de la lueur inhabituelle dans le regard d'Amara, de ce sourire qu'elle essayait de réprimer quand elle se croyait seule. Le changement était subtil, mais pour une femme dont le pouvoir se reposait sur le désespoir de l'autre, il était aussi visible qu'un phare dans la nuit. Elle se dit que l'insolence commençait à germer. Un après-midi, alors qu'Amara était au marché pour faire les courses hebdomadaires, tante Fatou décida de mener son enquête. Poussée par une intuition mauvaise, elle entra dans la buanderie, un lieu qu'elle n'avait visité depuis des mois. Elle renifla avec dédain l'odeur de détergent et d'humidité. Elle fouilla les quelques affaires d'Amara avec un mépris non dissimulé. Sous le matelas, elle trouva la boîte à chaussures et à l'intérieur, la lettre. La découverte fit voler un éclat son masque de bienfaitrice. Que cette fille de rien, cette Cendrillon sans carrosse, puisse aspirer à un destin plus grand que celui de ses propres filles? Impensable. C'était une insulte personnelle, une trahison. Elle, Fatou, qui se plaignait à ses amis du fardeau qu'elle portait avec tant de grâce chrétienne, allait être humiliée par le succès de son ingrate de nièce. Le soir, elle convoqua Amara dans le grand salon. La télévision était éteinte, ce qui était déjà un signe de mauvais augure. Le silence était lourd, tendu. Tante Fatou était assise sur son fauteuil, tel un trône. La lettre posée sur la table basse devant elle. Zara et Leila étaient de chaque côté, sur le canapé, des spectatrices avides attendant le début du spectacle. « Amara, viens ici », dit tante Fatou d'une voix faussement douce, qui glaça le sang d'Amara. Quand elle vit la lettre, elle comprit. Tout son espoir, toute sa joie fragile se muèrent en une peur froide et paralysante. « Tu pensais vraiment nous quitter ?» commença tante Fatou, brandissant la lettre comme une preuve à charge. « Nous abandonner après tout ce que nous avons fait pour toi ? Après que j'ai ouvert ma maison, que je t'ai nourrie, que je t'ai vêtue ?» Sa voix montait en puissance, se chargeant d'une indignation théâtrale pour son public.
L'ambition est un vilain défaut pour les gens de ton espèce. C'est de l'ingratitude pure. Hermara tenta de se défendre, sa voix un murmure tremblant. Ma tante, ce n'est pas pour vous abandonner, c'est pour construire un avenir, pour pouvoir un jour vous remercier, pour... Tante Fatou éclata d'un rire sec, un son dépourvu de toute chaleur. Un avenir? Ton avenir, c'est celui que je décide pour toi, et je décide que tu restes ici. On ne mord pas la main qui vous nourrit. Puis, avec un plaisir sadique, elle prit la lettre. Lentement, en regardant Amara droit dans les yeux, elle la déchira en 2, puis en 4, puis en 8. Le son du papier se déchirant était le seul son dans la pièce. Elle laissa les confettis de rêve tomber sur le sol que Amara avait poli le matin même. Ta place est ici, à servir, ou dans la rue. Et puisque tu sembles si pressé de prendre ton envol, je vais t'aider à leurs mains. Le choc la laissa sans voix. Elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. Va faire ton sac, ordonna sa tante. Mais où vas-je aller? Balbutia Amara. Ce n'est plus mon problème, répondit Fatou en se levant. Tu as 10 minutes. Zara et Leila ricanaient ouvertement maintenant. Amara remonta en chancelant vers la buanderie. Son sac était un simple sac en plastique qu'elle remplit avec ses 2 seules robes de rechange et les manuels de son père. Quand elle voulut prendre l'ordinateur, son unique trésor, tante Fatou était derrière elle. « Ça, dit-elle, en le lui arrachant des mains, ça reste ici. C'est le paiement pour les 3 ans de nourriture que tu as mangé sous mon toit. » Amara tendit les mains. « S'il vous plaît, ma tante, c'est la seule chose qui me reste de mon père. » Pour toute réponse, tante Fatou laissa tomber l'ordinateur au sol. L'écran se fissura avec un bruit sinistre, une toile d'araignée de cristal liquide noir se formant instantanément. Puis elle la traînait par le bras, la sortit de la maison et la poussa dehors. La lourde porte en fer forgé se referma dans un claquement qui sonna comme une sentence de prison à vie, mais à l'extérieur des murs. Amara se retrouva seule, dans la nuit humide de Lagos, avec pour seule possession un sac en plastique, et les débris de son cœur. Les lumières de la ville dansaient cruellement devant ses yeux remplis de larmes. La rue est une enseignante impitoyable. Les premières heures, elle resta assise sur le trottoir, en face de la villa, espérant un miracle, un regret de sa tante. Mais la seule chose qui se produisit fut l'arrivée des vigiles du quartier qui lui dirent de circuler. Les premières nuits furent un enfer éveillé. Elle apprit à avoir faim, une douleur sourde et constante qui tord l'estomac et brouille les pensées. Elle apprit à avoir froid, lorsque la pluie tropicale violente et soudaine la trempait jusqu'aux os, la laissant grelottant dans un abri de fortune sous le haut vent d'une boutique fermée. Surtout, elle apprit le vrai visage de la peur, celui qui vous empêche de fermer les yeux. La peur de chaque bruit, de chaque ombre, de chaque silhouette qui s'approche. Elle se sentait invisible et en même temps terriblement exposée. Après 2 jours d'errance, affamée et désorientée, elle échoua à Oshodi, l'une des gares routières les plus chaotiques et les plus peuplées du monde. C'était un monstre de béton, de bruit et de fureur. Un océan humain en mouvement perpétuel. Paradoxalement, c'est dans cette cacophonie qu'elle trouva un semblant de sécurité. Le chaos organisé de la gare devint son camouflage. Personne ne vous remarque quand tout le monde crie. Elle apprit à dormir assise, le dos contre un pilier, son sac en plastique serré contre sa poitrine. Elle se mit à observer. Elle regarda les enfants des rues, les vendeurs ambulants, les femmes du marché, et elle apprit les codes de la survie. Elle commença par les petits boulots les plus durs. Elle vendit de l'eau en sachet dans les embouteillages monstrueux, criant « Pure water », jusqu'à s'enrouer la voix, courant entre les voitures sous un soleil de plomb pour quelques néras de bénéfices. Elle aida les commerçantes du marché à déballer leurs marchandises à 4 heures du matin, portant sur sa tête des paniers de tomates et de piments plus lourds qu'elle. Les femmes étaient dures, mais parfois l'une d'elles, voyant sa jeunesse et son épuisement, lui donnait un reste de repas ou un fruit. Chaque billet gagné était une victoire arrachée à l'indifférence du monde. Elle apprit à compter chaque naira. Elle aurait pu le dépenser en nourriture plus consistante ou pour trouver un endroit plus sûr où dormir. Mais Amara ne dépensait son argent que pour une seule chose qui lui paraissait plus essentielle que la nourriture ou le sommeil. Du temps. 1 heure puis 2 heures dans un cybercafé ouvert toute la nuit. Un havre de paix relatif au milieu du chaos. L'endroit s'appelait Digital Haven. Et il sentait la poussière, l'électronique chaude et le café bon marché. Les claviers étaient collants, les écrans fatigués, mais pour Amara, c'était le seul lien qui lui restait avec son ancienne vie, avec son rêve. Chaque naira qu'elle dépensait pour 1 heure d'internet au lieu d'un pain était un acte de foi,
un vote pour son avenir contre son présent misérable. Assise devant un écran, elle n'était plus une fille des rues. Elle était une étudiante, une programmeuse, une créatrice. C'était là, dans la lueur bleue d'un moniteur, qu'elle se sentait à nouveau humaine. C'était là qu'elle luttait pour que la fille qu'elle était, celle qui lisait des manuels de C++, ne meure pas complètement, engloutie par la fille qui vendait de l'eau dans la rue. Et c'est dans ce refuge précaire, au milieu du bruit des ventilateurs et du cliquetis des claviers, qu'un changement imperceptible, une nouvelle variable dans l'équation de sa vie, était à point d'être introduit. C'est dans ce refuge précaire, au milieu du bruit des ventilateurs et du cliquetis des claviers, qu'Amara fut remarquée par M. Diallo, le gardien de nuit. C'était un homme âgé, à la silhouette voûtée par les années, au visage creusé par la vie, mais dont les yeux, vifs et perçants derrière de fines lunettes, pétillaient encore d'une intelligence vive. Ancien professeur d'informatique à l'université de Lagos, il avait été mis à la retraite trop tôt à cause de coupes budgétaires et de politiques intestines qui favorisaient les relations plutôt que le mérite. Il avait vu défiler des centaines de jeunes devant les écrans du Digital Heaven, la plupart consumant leur temps et leur argent dans les abysses des réseaux sociaux, des sites de paris sportifs ou des jeux en ligne. Mais Amara était différente. Soir après soir, il l'observait. Elle arrivait épuisée, les traces de sa journée de labeur encore visibles sur son visage, mais dès qu'elle s'asseyait devant un écran, une transformation s'opérait. Une concentration intense plissait son front, et ses doigts, fins et agiles, dansaient sur les claviers publics avec une vitesse et une précision déconcertantes. Il se pencha discrètement une fois pour voir ce qui la captivait tant. Ce n'était pas Facebook ou Instagram. C'étaient des forums de développeurs, des tutoriels sur le framework Django, des lignes de code en Python qui défilaient sur un éditeur de texte en ligne. Elle apprenait, avec une faim, une voracité qu'il n'avait plus vue depuis ses meilleurs étudiants. Un soir, alors que la fatigue menaçait de la submerger, il s'approcha doucement, une tasse de café instantané fumant à la main. « Pour tenir toute la nuit, il faut du carburant », dit-il simplement, en posant la tasse à côté de son clavier. Amara, surprise, leva la tête, les yeux rougis par la fatigue et la lumière de l'écran. « Oh, merci, monsieur. Je n'ai pas de quoi vous payer. » Il eut un petit sourire. Le café est offert à la maison. La curiosité, elle, est gratuite. Qu'est-ce que tu construis de si intéressant ? Hésitant au début, puis encouragée par la bienveillance dans son regard, elle lui montra un petit projet personnel, une application web simple pour aider les vendeurs du marché à suivre leur inventaire. C'était rudimentaire, mais la logique derrière était saine. Monsieur Diallo lui posa quelques questions, des énigmes de logique, des problèmes de code. Comment optimiserais-tu cette requête à la base de données ? Et si tu avais 10 000 utilisateurs simultanés, comment ton architecture tiendrait-elle le coup ? Elle répondit avec une clarté et une intuition qui l'impressionnèrent. Leurs conversations commencèrent ainsi. Nuit après nuit, il devint sa bonne fée, son mentor. Voyant le potentiel immense qui se cachait derrière sa timidité et sa misère, il la laissa rester après la fermeture officielle, lui donnant accès à un vieil ordinateur plus performant caché dans son bureau. Il lui prêta des livres, des classiques de l'informatique qu'il avait gardés de sa vie d'avant, corrigea ses erreurs de syntaxe et, plus important encore, il l'écouta. Il écouta son histoire, sa colère, ses rêves brisés. Il devint la figure paternelle qu'elle avait perdue, un pilier dans le chaos de son existence. Un soir, alors que la fatigue menaçait de la submerger, il lui montra une annonce sur un écran. Le prix panafricain de l'innovation, un concours prestigieux parrainé par le plus grand nom de la tech africaine. La récompense pour le lauréat est un financement d'amorçage d'1 million de dollars, un programme d'incubation à Nairobi et un accompagnement personnalisé. C'est pour les génies, monsieur Diallo, les diplômés des grandes écoles ? Pas pour moi, murmura Amara en lisant les noms des précédents gagnants. Et qu'est-ce qu'un génie si ce n'est une passion qui refuse d'abandonner ? Répondit-il doucement. L'injustice que tu as subie, la colère que tu ressens, ne la laisse pas te consumer. Transforme-la en carburant. Trouve un vrai problème, un problème qui te tient à cœur, et résous-le. Cette conversation planta une graine dans son esprit. Elle repensa aux femmes du marché d'Oshodi,
à leur force, à leur résilience. Puis son esprit dériva plus loin, vers le village de sa maman dans la campagne. Elle se souvint des conversations entendues durant son enfance, des plaintes des agricultrices, sa grand-mère parmi elles. Elle se tuait à la tâche, cultivant les meilleurs ignames, les plus beaux piments, pour que des intermédiaires véreux venus de la ville achètent leurs récoltes à des prix dérisoires, avant de les revendre 10 fois plus cher à Lagos. Le système était cassé, injuste. C'est ainsi que naquit Soko Direct, marché direct en swahili. Une plateforme mobile simple et intuitive, accessible même sur des téléphones basiques grâce à la technologie USSD pour les zones sans Internet. L'idée était de court-circuiter les intermédiaires. L'application utiliserait l'IA pour analyser les prix du marché en temps réel dans les grandes villes et fournirait ces informations directement aux agriculteurs. Ils pourraient alors fixer leurs prix, se regrouper pour mutualiser le transport et vendre directement aux acheteurs, restaurateurs ou petits commerçants. C'était ambitieux, peut-être même naïf, mais c'était un problème qui la touchait au plus profond de son être. Pendant les 3 mois qui suivirent, sa vie fut une course effrénée. Le jour, le travail éreintant pour survivre. Vendre de l'eau, porter des charges, tout ce qui pouvait lui rapporter les quelques naira nécessaires pour l'heure d'Internet et le repas du soir. La nuit, c'était la lueur de l'écran. Les lignes de code qui s'allongeaient, les discussions passionnées avec M. Diallo sur l'architecture du système, la sécurité des transactions et la simplicité de l'interface utilisateur. Il la poussait dans ses retranchements, la forçant à penser à chaque détail. Elle soumit son projet la veille de la date limite à 5 heures du matin, épuisée mais fière. Elle l'envoya comme on jette une bouteille à la mer, sans vraiment y croire, puis tenta d'oublier. Jusqu'à ce matin, 6 semaines plus tard, où, vérifiant ses emails sur un téléphone emprunté à une amie du marché, elle vit les mots « Nous avons le plaisir de vous informer que votre projet, Soko Direct, a été retenu parmi les 5 finalistes pour la grande finale à Abuja. » La finale était un autre univers. L'organisation payait le billet d'avion et l'hôtel. Pour la première fois de sa vie, Amara monta dans un avion. Depuis le hublot, elle regarda Lagos s'étendre sous elle, un labyrinthe de béton et de lumière, et elle se sentit à la fois terrifiée et exaltée. L'hôtel à Abuja était un monde de verre, d'acier et d'ambition. Dans sa chambre, elle passa 20 minutes à juste ouvrir et fermer les robinets de la douche, fascinée par l'eau chaude qui coulait à volonté. Vêtue d'une robe simple qu'elle avait achetée d'occasion, elle se sentait comme une intruse parmi les jeunes entrepreneurs en costume sur mesure et en robe de créateur qui parlaient de scalabilité, de levée de fonds et de disruption. En coulisses, avant sa présentation, le trac lui nouait l'estomac. C'est alors qu'elle les vit. Zara et Leila, parées de leurs plus beaux atours, avaient réussi à se procurer des invitations grâce aux relations de leur père. Elles s'approchèrent, leur sourire carnassier fendant la foule. « Oh, regarde, c'est la petite codeuse des rues. Il laisse vraiment entrer n'importe qui maintenant. Tu as dû voler cette robe ?» Amara les ignora, le cœur battant, se concentrant sur son ordinateur portable, un modèle de prêt fourni par l'organisation. Juste au moment où le présentateur sur scène appelait le nom de Soko Direct et d'Amara, Zara fit un mouvement brusque, faussement accidentel. Le gobelet de café qu'elle tenait se renversa en totalité sur le clavier de l'ordinateur. Un grésillement, une étincelle, un écran noir, une odeur âcre de plastique brûlé. Le silence, puis le ricanement à peine dissimulé de ses cousines qui s'éloignaient. Le monde d'Amara s'écroula. C'était la cruauté de trop. La goutte d'eau qui faisait déborder un océan de souffrance. Elle s'accroupit, le souffle coupé, les larmes coulant sans retenue. Tout était fini. Son projet, ses nuits blanches, son unique chance, tout anéanti par un geste de pure méchanceté. Mais dans son désespoir, une phrase de M. Diallo lui revint en mémoire, martelée soir après soir. Le code est fragile, le matériel est fragile. La seule chose qui compte, c'est ce que tu as dans la tête. Le cerveau, c'est toi, pas la machine. Et fais toujours, toujours une sauvegarde sur un support externe. La clé USB. La petite clé rouge qu'il lui avait offerte. Elle était dans la poche de sa robe. Une nouvelle énergie, née du désespoir et de la rage, la traversa. D'un bond, elle se releva,
le visage strié de larmes, mais les yeux brûlants de détermination. Elle courut vers un technicien de scène, lui expliqua la situation en quelques mots haletants. L'homme, voyant sa détresse, brancha la clé sur l'ordinateur central de la régie. Quelques secondes plus tard, elle était sur scène, sous les projecteurs, face au jury et à des centaines de visages, essuyant ses larmes d'un revers de la main. Son discours fut un incendie. Elle commença d'une voix tremblante, puis elle prit de l'assurance. Elle ne parla pas seulement d'algorithmes et de parts de marché. Elle parla de sa mère, elle parla des mains cailleuses de sa grand-mère, elle parla de la dignité que la technologie pouvait redonner à ceux que le monde avait oubliés. Elle parla avec son cœur, avec ses tripes, avec la ferveur de celle qui a tout perdu et qui se bat pour tout reconstruire. L'audience était captivée. Le président du jury, Adebayo Sanusi, un célèbre milliardaire de la tech, connu pour son caractère impitoyable, ne la quittait pas des yeux. Pendant la session de questions, une voix s'éleva dans la salle. Tante Fatou, qui avait fait le voyage, incapable de supporter le triomphe imminent d'Amara. « C'est une menteuse !» cria-t-elle. « Comment peut-on faire confiance à une fille que j'ai dû mettre à la porte pour son insolence et son ingratitude ?» Un silence de mort tomba sur l'auditorium. Amara se figea. Mais le président du jury, Sanusi, laissa sa tante finir, puis prit le micro. Sa voix était glaciale et amplifiée par les haut-parleurs. « Madame, mon équipe de sécurité a trouvé votre attitude et celle de vos filles étranges dès votre arrivée. Pour précaution, une caméra de surveillance a été activée en coulisses. Nous avons une vidéo très claire de l'accident de café. Souhaitez-vous que nous la diffusions sur cet écran géant derrière moi ?» Le visage de tante Fatou se figea dans une grimace de pure horreur. La sécurité n'eut même pas besoin d'insister. Elle et ses filles, blêmes, s'enfuirent sous les huées de l'Assemblée. La victoire d'Amara fut un triomphe. 2 ans plus tard, le nom Socodirect était une référence, une licorne africaine. L'application avait révolutionné l'agriculture à petite échelle dans 6 pays. Le visage d'Amara était en couverture de Forbes Africa. Elle avait non seulement bâti un empire, mais aussi créé la fondation Amara pour financer les études des orphelins les plus brillants du continent. Sa première action avait été de retrouver M. Diallo et de le nommer à la tête du département de recherche et développement de Socodirect. Avec un salaire et des avantages qui lui assuraient une retraite plus que confortable. Il était son conseiller le plus proche. Un après-midi, une Rolls-Royce fantôme noire, silencieuse et imposante, se gara devant la villa de Lekki, dont la peinture blanche commençait à s'écailler. Amara en sortit, vêtue d'un tailleur élégant, son allure dégageant une assurance tranquille qui contrastait violemment avec les souvenirs de ce lieu. Sur le perron, tante Fatou et ses filles, dont le train de vie avait visiblement et drastiquement baissé après la faillite de l'entreprise de leur père, la regardèrent approcher. Leur visage était un masque de stupéfaction, de peur et d'une jalousie rance. Amara leur tendit en enveloppe. Pas de cris, pas de vengeance. Juste une voix calme et ferme, une voix qui avait appris la valeur du silence et le poids des mots. « Ma tante, j'ai racheté cette maison. Votre mari a fait de mauvais investissements. La banque était sur le point de la saisir. » Elle marqua une pause, les regardant droit dans les yeux, une par une, savourant le silence pesant. « Ma tante, j'ai racheté cette maison. Votre mari a fait de mauvais investissements. La banque était sur le point de la saisir. Vous m'avez dit que ma place était dans la rue. La rue m'a appris la valeur d'un toit. Voici votre contrat de location. Le loyer est au prix du marché. Vous avez 1 mois pour le payer. Sinon, vous pourrez découvrir la rue à votre tour. J'ai entendu dire que l'on y apprenait beaucoup. » Sans un regard en arrière, sans attendre de réponse, elle tourna les talons et remonta dans sa voiture. Tandis que la Rolls-Royce s'éloignait en glissant sur l'asphalte, Amara ne regardait pas la villa dans son rétroviseur. Elle regardait la route qui s'ouvrait devant elle, immense et pleine de promesses. Le passé était réglé, l'avenir, lui, restait à coder. L'histoire d'Amara est une leçon puissante. Elle nous rappelle que l'on peut vous prendre votre maison, vos possessions et même vos rêves, mais personne ne peut vous arracher ce que vous avez dans la tête et dans le cœur. La rue lui a appris la survie, mais les livres de son père lui ont donné les armes pour conquérir le monde.
Parfois, les plus grands empires ne sont pas construits sur des fondations de briques, mais sur des fondations de savoir et de résilience. Et maintenant, c'est à vous. L'histoire d'Amara soulève une question importante et j'aimerais vraiment connaître votre avis. À sa place, après tout ce que vous avez enduré, auriez-vous été aussi mesuré ou votre vengeance aurait-elle été totale? Dites-le-moi honnêtement dans les commentaires juste en dessous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je suis simplement curieux de savoir ce que cette histoire a réveillé en vous. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré, ou si vous aimez simplement les récits où la justice finit par triompher, alors faites-le moi savoir d'une manière très simple. Laissez un pouce bleu sous la vidéo. C'est le meilleur moyen de me dire que ce contenu vous plaît. Et surtout, si vous voulez découvrir d'autres contes et histoires africaines pleines de mystères, de sagesse et de revanches spectaculaires, abonnez-vous à la chaîne Leb Histoire et activez la cloche des notifications.